Le jour où nous vous apportons aujourd'hui une histoire émouvante. Une femme a consacré 25 ans de sa vie à élever le supposé fils abandonné que son mari avait ramené à la maison. Le jour où le jeune homme a obtenu son master, son vrai et terrifiant visage est apparu. Cependant, avec une seule phrase de son fils, le monde du mari s'est complètement effondré. Veuillez écouter cette histoire de justice et d'amour maternel. Ce jour-là, le vaste salon de notre maison à Madrid était si rempli de monde qu'on pouvait à peine faire un pas. La salle débordait de chaleur humaine, d'odeur de vin. Des rires animés des membres de la famille et des constantes paroles de félicitations. Le petit bébé que j'avais autrefois bercé contre ma poitrine s'était transformé, sans que je m'en rende compte, en un beau jeune homme de 25 ans. Il portait une chemise blanche impeccable et marchait entre les tables un verre à la main. Tante, oncle, cousin. Je vous remercie du fond du cœur d'être réunis aujourd'hui pour célébrer ce jour si heureux pour notre famille. Buvez à votre guise, résonna la voix calme et profonde de Gonzalo. L'oncle le plus âgé de la famille éclata de rire en prenant son verre. Puis il tapota l'épaule de Gonzalo et se tourna vers moi. Adriana. C'est toi qui brilles le plus dans cette maison aujourd'hui. Tu as élevé un fils qui est revenu triomphant avec un double master des États-Unis. Ces 25 années d'amour en valaient la peine. J'étais debout dans un coin, lissant la jupe de ma robe. Et je souris timidement. Ce sont des paroles trop généreuses. Mon oncle. Le fait qu'il ait grandi en bonne santé et noble est la plus grande fierté de notre famille. Une tante assise à la table voisine acquiesça avec ferveur. Le destin est quelque chose de très mystérieux. Je me souviens encore de cette nuit pluvieuse. Comme si c'était hier. Arturo est arrivé trempé, faisant irruption par la porte, en disant qu'il avait trouvé un bébé abandonné dans une ruelle. À cette époque, on venait de te diagnostiquer à la clinique que tu ne pourrais pas avoir d'enfant et tu avais pleuré jusqu'à ne plus avoir de larmes. Mais en serrant cette petite créature dans tes bras, vous avez tous les deux arrêté de pleurer. Définitivement, mère n'est pas celle qui engendre, mais celle qui élève. En entendant les paroles de ma tante, je sentis un nœud dans la gorge. Les souvenirs de cette nuit fatidique revinrent à mon esprit. Je me souviens encore clairement des mains froides de mon mari Arturo lorsqu'il m'a remis le bébé. Sa voix tremblait. Adriana, comme nous ne pouvons pas avoir d'enfant, Dieu a eu pitié de nous et nous a envoyé cette créature. Laisse ton travail et consacre-toi à l'élever à la maison. Je me tuerai au travail pour vous entretenir tous les deux. Je te le jure. Avec cette seule phrase, j'ai présenté ma démission sans hésiter. Pour que mon mari puisse monter tranquillement jusqu'à devenir directeur général de son entreprise. Je suis resté à la maison avec plaisir, consacrant toute ma jeunesse à lutter contre les couches, les biberons, les vaccins et les fièvres infantiles. Attention. Famille. S'il vous plaît. Le son clair d'une fourchette tapotant doucement un verre coupa mes pensées. Mon mari, Arturo, portait un costume gris parfaitement ajusté et tenait un verre de vin. Son visage était légèrement rougi par l'alcool. Le salon bruyant devint progressivement silencieux et tous les regards se concentrèrent sur le pilier de notre famille. Je le regardais aussi, mais le regard d'Arturo n'était pas dirigé vers moi. Ses yeux regardaient par-dessus ma tête, fixement vers la porte principale de la maison. Profitant de ce jour de joie pour notre fils, je veux aussi annoncer une grande vérité à toute la famille. La voix d'Arturo résonna lourdement dans le salon devenu muet. À ce moment-là, depuis le couloir, on entendit le claquement caractéristique de talons sur le sol en marbre. Une femme entra dans la salle. Elle semblait avoir environ 45 ans et portait une robe bordeaux très moulante. Elle avait les cheveux élégamment coiffés, les lèvres peintes d'un rouge intense et dégageait une forte odeur de parfum étranger qui étouffa complètement l'arôme de nourriture de la maison. Je restais glacé. C'était Barbara Delgado.
la propriétaire d'un centre d'esthétique exclusif situé dans le prestigieux quartier de Salamanca. Pas très loin de chez nous. Parfois nous nous croisions au supermarché et nous nous saluions amicalement. Arturo s'approcha rapidement d'elle et, sous le regard stupéfait de tous les membres de la famille, lui prit la main avec fierté et l'attira vers lui. Adriana Navarro et moi allons divorcer officiellement. Le verre que tenait mon oncle tomba par terre en se brisant et l'air du salon se figea. Instantanément. Arturo. Je traînai mes jambes tremblantes et fis un pas en avant. J'avais l'impression que quelqu'un m'écrasait le cœur. Es-tu ivre? Quelle sorte de plaisanterie de mauvais goût est-ce là? Arturo esquissa un sourire cruel. Une expression qu'il n'avait jamais montrée en 25 ans de mari exemplaire. Il me regarda fixement et lâcha froidement. Je suis complètement sobre. Les papiers du divorce sont déjà signés sur la table de mon bureau. Cette maison. Je l'ai achetée avec mon argent avant notre mariage. Ramasse tes affaires et va-t'en avant une semaine. Pourquoi? Pourquoi veux-tu divorcer? Criai-je entre les larmes. En regardant Gonzalo qui était debout, abasourdi. Que va-t-il arriver à Gonzalo? Penses-tu nous abandonner tous les deux? À ce moment-là, Barbara s'appuya doucement sur l'épaule d'Arturo, écarta les cheveux de son visage et esquissa un sourire qui me donna la chair de poule. Elle ouvrit la bouche d'une voix venimeuse comme celle d'un serpent. Adriana, je te suis vraiment très reconnaissante. Pendant tout ce temps, tu as pris soin de mon Gonzalo gratuitement jour et nuit comme une nounou sans percevoir un seul centime à ma place et à celle d'Arturo. Dans le passé j'ai eu mes raisons et j'ai été obligé de lui laisser l'enfant. Tu as vraiment la main. Tu as élevé mon vrai fils jusqu'à en faire un homme splendide. Mais maintenant qu'il est un adulte avec une carrière, je pense que le moment est venu pour nous trois de redevenir une vraie famille. Rends-moi mon fils. S'il te plaît. Je sentis le sang se glacer dans mes veines. Mes oreilles bourdonnèrent. Famille de vérité, son vrai fils. Je courus vers lui comme une folle. J'attrapai Arturo par les revers de sa veste et criai avec désespoir. C'est un mensonge. Tu m'as dit que tu l'avais trouvé abandonné dans une ruelle. Quelle farce. Êtes-vous en train de monter tous les deux? Lâche-moi, hurla Arturo en écartant mes mains avec violence. Avec cette force impitoyable je perdis l'équilibre. Je me cognai l'épaule contre le coin de la table et tombai par terre. Les assiettes s'entrechoquèrent et tombèrent. La dernière goutte de dignité d'une femme qui avait tout supporté pendant 25 ans fut impitoyablement brisée. Arturo secoua les revers froissés de sa veste et me regarda d'en haut comme si j'étais une ordure. La farce est celle que tu as vécue. Gonzalo est le fils biologique d'Arturo et de Barbara. Comme tu es une femme stérile qui ne peut pas donner de fruits. C'était une pure charité de ma part de te permettre de vivre comme la maîtresse de cette maison pendant 25 ans et de te laisser l'appeler mère. Tu devrais être reconnaissante. Si je n'avais pas ramené ce bébé, comment aurais-tu pu expérimenter ce que c'est que d'avoir un fils? Si tu as compris la situation, fais tes valises une bonne fois pour toutes. Ne donne pas un spectacle lamentable ici. Un murmure d'indignation éclata parmi les membres de la famille. Les paroles humiliantes d'Arturo furent comme des milliers de lames tranchantes coupant mon cœur. Allongé sur le sol froid en marbre, je respirais avec difficulté. 25 ans de ma jeunesse, ma carrière abandonnée. Mes rêves personnels sacrifiés pour protéger cette famille. Tout avait été un piège parfait orchestré par cet homme. Je n'avais été qu'une nounou commode pour cacher son infidélité et élever gratuitement son fils. Je me mordis la lèvre jusqu'au sang et finalement levai mes yeux rougis pour regarder Gonzalo. Mon fils, que j'avais élevé en lui donnant toute mon âme. Face à cette cruelle vérité, donnerait-il la main à la mère pathétique qui se retrouvait sans un centime ou courait-il vers sa mère biologique triomphante et son père riche? Gonzalo était debout,
le dos droit et le visage incroyablement calme. Il n'y avait ni panique ni surprise dans son expression. Le jeune homme posa lentement son verre de vin sur la table en verre. Arturo lâcha rapidement la main de Barbara. Fit un pas en avant les bras ouverts et força quelques larmes fausses. Gonzalo, mon fils, viens avec tes vrais parents. Chaque fois que je te voyais appeler mère cette femme inutile qui ne sait pas ce qu'est l'amour du sang. Mon cœur se brisait. Viens, à partir de maintenant nous vivrons ensemble en famille. Barbara aussi feignit d'essuyer des larmes inexistantes et sanglota de façon théâtrale. Gonzalo, ta vraie mère est ici. Viens avec maman. Mon précieux enfant. Cependant, Gonzalo ne se dirigea pas vers eux. À grands pas décidés, il marcha directement vers moi, qui était toujours allongé par terre. Il mit un genou à terre. Entoura mes épaules qui ne cessaient de trembler et m'aida à me relever avec précaution. Ses grandes mains chaudes secouèrent doucement la poussière de mon chemisier en soie. Mère, garde le dos droit et lève la tête, résonna la voix profonde et ferme de Gonzalo. Tu es la femme la plus merveilleuse du monde. Il n'y a aucune raison pour que tu t'effondres devant une telle paire d'ordures. Arturo resta paralysé. Les bras tendus en l'air et son visage devint rouge de fureur. Misérable? Qu'est-ce que tu viens de dire? Je suis le père qui t'a donné la vie et Barbara est ta mère. Biologique. Crois-tu avoir le droit de mordre la main des parents qui t'ont engendré juste parce que tu as un diplôme universitaire? Gonzalo s'interposa entre nous, me cachant derrière son dos comme un bouclier incassable. Son regard acéré transperça le visage d'Arturo. Père biologique ou mère biologique? Ces nobles paroles ne vous vont pas bien. Gonzalo lâcha un rire ironique. Sortit tranquillement son téléphone portable de la poche de son pantalon et alluma l'écran. Arturo Mendoza. Barbara Delgado. Pensiez-vous que la pièce de théâtre que vous avez montée était parfaite? Il y a 3 ans, juste avant de partir étudier aux États-Unis. Je suis passé par hasard par le centre d'esthétique de Barbara pour chercher des documents que tu avais oubliés. Savez-vous ce que j'ai entendu là-bas? Le visage d'Arturo pâlit et ses yeux vacillèrent. Gonzalo appuya sur le bouton de lecture et monta le volume au maximum. Brisant le silence, la voix coquette de Barbara résonna clairement dans le salon. Et que allons-nous faire maintenant? Gonzalo a déjà 22 ans. Il est très intelligent et va bientôt partir aux États-Unis. Je ne supporte plus de le voir continuer à appeler mère cette idiote d'Adriana. Il est temps que nous le reprenions. Ensuite on entendit la voix d'Arturo. Si calculatrice et tordue qu'elle donnait la chair de poule. Allons, es-tu bête? Si nous l'avions repris quand il était petit. Qui aurait passé les nuits blanches à changer les couches ou à courir aux urgences quand il avait la fièvre? Pendant que quelqu'un s'occupait de l'emmener à l'école et de le soigner. Je pouvais développer l'entreprise et faire grandir la société. Et toi tu pouvais continuer à garder ta silhouette et à vivre sans souci. Laisser Adriana l'élever a été mon meilleur coup. Comme elle est stérile, il était clair qu'elle allait s'en occuper corps et âme. Croyant que c'était le sien. Quand Gonzalo terminera son double master et aura son avenir assuré. Nous lui dirons la vérité et nous le ramènerons. Ainsi nous aurons un fils réussi et nous serons épargnés le travail. Nous tuons 2 oiseaux d'une pierre. Le salon devint un asile de fous comme si une bombe était tombée. L'oncle le plus âgé frappa la table et pointa du doigt le visage d'Arturo. Tu es pire qu'un animal. Tromper l'épouse qui a été à tes côtés pendant tant d'années pour qu'elle élève gratuitement le fils de ta maîtresse comme si c'était une servante. As-tu une âme? Les membres de la famille explosèrent d'indignation et commencèrent à lancer toutes sortes d'insultes contre Arturo et Barbara. Elle recula en tremblant, le visage pâle comme du papier. Arturo, pris de panique, se jeta pour essayer d'arracher le téléphone à Gonzalo.
Mais celui-ci écarta sa main d'un revers. Est-ce là le sacré amour de parents dont vous parliez il y a un instant, dit Gonzalo les dents serrées. Barbara, et toi, Arturo, vous êtes la pire écume humaine. Sans sang ni larmes. Insulter la vraie mère qui a passé des milliers de nuits blanches à mes côtés. Et a sacrifié toute sa jeunesse pour m'élever. À partir de ce moment, je n'ai aucun père nommé Arturo Mendoza ni aucune mère nommée Barbara Delgado. Ma seule famille. Ma seule mère est la femme qui est derrière moi, Adriana Navarro. Arturo hurla comme une bête acculée. Maudit gamin, tu oses me salir le visage de cette manière? Très bien. Je couperai tout soutien économique immédiatement. Vous deux. Sortez de ma maison tout de suite. Cet appartement de luxe à Madrid est à mon nom. Je vais vous laisser dans la rue pour voir si vous pouvez manger seulement avec ce petit titre de docteur. Et qui a dit que cette maison lui appartient? À ce moment-là, une voix profonde et autoritaire résonna depuis la porte principale qui restait ouverte. Les membres de la famille s'écartèrent et un homme d'âge moyen entra. Aux cheveux grisonnants et avec une mallette en cuir noir. C'était l'avocat Ignacio Ferré, un vieil ami de mon défunt père. En voyant l'avocat, j'eus l'impression qu'on me lançait une bouée de sauvetage au milieu du naufrage et j'éclatai en sanglots. Au cours des 3 dernières années, Gonzalo avait été en contact en secret avec l'avocat Ferré. L'avocat s'approcha, sortit une épaisse liasse de documents de sa mallette et les jeta sur la table en verre. Arturo, j'ai entendu que tu as insulté Adriana en disant qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Mais il semble que tu as complètement oublié grâce à qui tu as pu construire cette grande entreprise dont tu te vantes tant. Il y a 25 ans, quand tu t'es marié avec Adriana, tu n'étais qu'un employé sans le sou. Le père d'Adriana a vendu toutes ses terres au village pour t'acheter cette maison et apporter le capital initial pour ton entreprise, n'est-ce pas? Arturo devint rouge et répliqua avec véhémence. La maison est à mon nom exclusif. C'est un bien propre que j'ai acquis avant le mariage. N'essayez pas de m'effrayer avec des lois qui n'existent pas. L'avocat Ferré lâcha un rire glacial. C'est exact. Le titre de propriété est à ton nom. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais il semble que tu as oublié le contrat de prêt et l'acte notarié que tu as signé sous serment avec le père d'Adriana. Dans ce document, il est clairement spécifié que les fonds fournis étaient un prêt conditionné. Il y a une clause qui stipule que tous les biens formés avec ce capital, c'est-à-dire cet appartement et toutes tes actions dans l'entreprise, passeraient immédiatement au nom d'Adriana dans le cas où tu lui serais infidèle ou la trahirais. Pour la mettre à la rue. Le sang disparut complètement du visage d'Arturo. Il recula en titubant et faillit tomber en trébuchant sur le pied d'une chaise. L'avocat Ferré s'éclaircit la gorge et assena le coup final. De plus, j'ai ici les relevés bancaires impeccables que Gonzalo m'a fournis. Au cours des dernières années, tu as détourné des fonds de l'entreprise en t'appropriant de l'argent pour acheter à Barbara un appartement de luxe dans le quartier de Salamanca à son nom. La plainte pour détournement de fonds. Administration déloyale. Réclamation de partage des biens pour divorce et exécution du contrat a déjà été déposée hier matin au tribunal de la famille de Madrid. Avec toutes les preuves. Cette maison appartient déjà à Adriana. Celui qui va rester sans un centime et être mis à la rue, c'est toi. Barbara, en entendant les mots « détournement de fonds » et « sans un centime », resta pétrifiée. Elle regarda Arturo avec des yeux vides. Dans le regard de cette femme qui avait toujours comploté avec malice, il ne restait plus que terreur et panique. Gonzalo serra fortement mes mains glacées, me transmettant sa chaleur ferme. Mon fils regarda fixement cet homme qui s'était effondré sur le canapé et tremblait la tête entre les mains et lui dit clairement. C'est la maison de ma mère. Les ordures qui doivent sortir d'ici immédiatement sont vous deux. 2 mois après cette fête du destin.
Arturo et moi nous nous revîmes au tribunal de la famille à Madrid. L'air dans la salle d'audience était dense, froid et étouffant. J'étais assise en silence au banc des demandeurs, les mains moites entrelacées. À mes côtés se trouvait Gonzalo, qui de temps en temps me donnait de doux coups sur le dos de la main pour me tranquilliser. Du côté des accusés, Arturo portait un costume noir brillant et maintenait son attitude arrogante. Derrière lui, dans les sièges du public, se trouvait Barbara, me lançant de temps en temps des regards triomphants. L'avocat d'Arturo se leva avec assurance et en parcourant quelques documents dit : « Monsieur le juge, la validité de ce contrat de prêt signé il y a 25 ans entre mon client Arturo Mendoza et le défunt père de Madame Adriana Navarro est très discutable. À cette époque, les stipulations sur les biens futurs n'étaient pas claires et l'entreprise actuelle d'import-export, ainsi que l'appartement, sont le résultat exclusif de l'effort et de la gestion de mon client. Madame Adriana, en tant que femme au foyer, n'a généré aucune valeur économique. Par conséquent, exiger que mon client s'en aille les mains vides est extrêmement injuste et viole ses droits légitimes de propriété. » Arturo leva les coins des lèvres et s'installa dans sa chaise. Il regarda Gonzalo du coin de l'œil et murmura à voix basse pour que nous l'entendions. « Mordre la main qui te nourrit. Voyons à quoi vous sert ce vieux bout de papier. » L'avocat ferré se leva lentement de son siège, ajusta ses lunettes et son regard acéré transperça l'avocat adverse pour se planter sur Arturo. « Monsieur le juge, affirmer que Madame Adriana n'a pas généré de valeur économique est une grave insulte à la dévotion d'une femme qui a livré sa vie. Ma cliente a renoncé à sa carrière pour s'occuper du foyer et élever de manière exceptionnelle son fils, permettant à son mari de travailler sans souci. Cela a une valeur incalculable. Cependant, nous ne sommes pas ici aujourd'hui pour débattre de moralité. Je présente au tribunal la deuxième preuve définitive. » L'avocat ferré s'avança et déposa sur la table du greffier d'épée relevés bancaires avec des sceaux officiels. Ce sont les mouvements financiers d'Arturo au cours des 5 dernières années. Abusant de son poste de directeur général, il a créé des sociétés écrans et falsifié des documents d'importation pour détourner des fonds de la société, une entreprise dont Madame Adriana possède la moitié des actions par héritage de son père, le cofondateur. Le montant détourné s'élève à 2 millions d'euros. Tout cet argent a été transféré sur le compte personnel de Madame Barbara Delgado et a servi à acheter son appartement de luxe à Salamanca et à financer son train de vie élevé. La salle se remplit de murmures. Arturo changea de couleur, mais frappa rapidement la table pour se défendre. « Je n'ai rien détourné. Cet argent était la répartition des bénéfices qui me revenaient légitimement. Et si j'ai envoyé de l'argent à Barbara, c'est parce qu'elle élevait seule mon vrai deuxième fils. Quand Gonzalo a eu 6 ans, Barbara m'a averti qu'elle avait donné naissance à un deuxième fils à moi, Hugo. En tant que père, qu'y a-t-il de mal à payer une pension alimentaire mensuelle à mon propre sang? Y a-t-il une loi qui interdit d'entretenir un fil biologique? » En entendant la déclaration si assurée d'Arturo, Barbara fit un bond sur son siège. Pâle comme la mort, elle tira désespérément sur la veste d'Arturo et murmura. « Es-tu fou? Pourquoi mentionnes-tu Hugo ici? Tais-toi. » « Il n'y a rien à craindre, » répondit Arturo en écartant froidement la main de Barbara. « J'essaie de protéger ta part des biens et celle de Hugo. Le juge comprendra que j'ai envoyé l'argent légitimement pour entretenir mon fils. » À ce moment-là, l'avocat ferré lâcha un éclat de rire. Ce rire solennel résonna dans la salle comme la cloche qui annonce une condamnation à mort. « Vous dites que vous avez payé la pension à votre fils biologique. Alors, vous êtes-vous déjà fait un test ADN avec ce jeune nommé Hugo pour confirmer la paternité? Parce que vous allez en avoir besoin. Barbara est une femme qui n'a Dieu que pour moi. Rien qu'en le regardant au visage, j'ai su que c'était mon fils,
répondit Arturo avec arrogance. Dans ce cas. Monsieur le juge. Je demande la permission d'appeler le témoin de notre côté. L'avocat Ferré tendit la main vers la porte. La lourde porte en bois s'ouvrit et un homme d'une cinquantaine d'années entra en titubant. Il portait des vêtements sales, sentait l'alcool bon marché et marchait avec difficulté. Derrière lui entra un garçon d'environ 19 ans. Aux cheveux teints en vert et aux bras couverts de tatouages. En voyant leur visage, Barbara devint livide. Comme si elle avait vu un fantôme. Et poussa un cri. Non. Pas toi. Que fait cet homme ici? Hugo. Pourquoi es-tu venu? L'homme, qui semblait souffrir d'alcoolisme, regarda Barbara du coin de l'œil et témoigna d'une voix pâteuse devant le juge. Monsieur le juge, je suis Gutiérrez, l'ex de Barbara, et ce garçon est Hugo. Mon vrai fils. Il y a 20 ans. Barbara m'a quitté en disant que j'étais un pauvre ivrogne et elle est partie. Depuis lors. De temps en temps. Elle nous jetait un peu d'argent à mon fils et à moi pour que nous gardions la bouche fermée. Elle disait qu'elle avait trompé un directeur imbécile nommé Arturo Mendoza. En lui faisant croire que Hugo était le sien pour lui soutirer une pension mensuelle. Elle disait que cet idiot lui envoyait des milliers d'euros par mois et qu'elle ne nous donnait que des miettes. Pour que nous allions boire. Arturo resta pétrifié comme si la foudre l'avait frappé. Il ouvrit les yeux démesurément et les veines de son front se marquèrent. Il se retourna brusquement, attrapa Barbara par le col de la robe et hurla comme une bête enragée. Cette chienne. Tu m'as trompé. Tu m'as dit que Hugo était mon fils. Tu es en train de me dire que j'ai risqué la prison en détournant de l'argent de l'entreprise pour entretenir le fils de cet ivrogne dégoûtant. Barbara pleurait à chaudes larmes en essayant de se dégager. Arturo, écoute-moi. À cette époque j'avais besoin d'argent et je t'ai menti. C'est vrai. Mais le fait que je t'aimais était vrai. Arturo lui assena une gifle brutale et elle roula sur le sol du tribunal. La salle devint un chaos incontrôlable. Les agents de sécurité intervinrent immédiatement. Attrapèrent Arturo et l'immobilisèrent face contre terre sur une table. Gonzalo se leva avec une expression glaciale et regarda avec une profonde pitié l'homme qu'il avait autrefois appelé père. Mon fils assena le coup final qui brisa le peu de dignité qui restait à Arturo. Tu devais te croire l'architecte parfait en trompant ta femme et ton fils pendant 25 ans pendant que tu t'amusais avec ta maîtresse. Tu croyais être le maître qui contrôlait tout. Mais au final tu n'as été qu'une marionnette pathétique qui a servi de distributeur automatique pour l'infidélité d'une autre femme pendant que tu élevais les enfants des autres. Le châtiment pour tes péchés est arrivé assez vite, Arturo. Le juge frappa plusieurs fois le marteau pour exiger le silence. S'éclaircit la gorge et dicta la sentence. Sur la base de l'acte notarié légalement contraignant et des preuves évidentes de détournement. Il décréta que tous les droits de propriété de l'appartement et de l'entreprise appartenaient à la demanderesse Adriana Navarro. Ainsi se terminèrent 25 ans d'un mariage basé sur des mensonges. Non seulement il resta sans un centime. Arturo fut menotté sur place sous les accusations de détournement et d'administration déloyale et transféré en détention provisoire. Quand on lui mit les froides menottes en acier, il tourna la tête pour me regarder et supplia d'une voix pathétique. Adriana, Adriana, s'il te plaît. Aide-moi. Demande à l'avocat d'être indulgent. Je t'en supplie par l'amour que nous nous sommes portés pendant ces 25 ans de mariage. Je restai droite, ajustai le col de mon chemisier en soie et regardai sans expression l'homme qui avait piétiné ma jeunesse. Au moment où tu as fait entrer cette femme à la maison et où tu m'as humilié pour ne pas pouvoir avoir d'enfant, notre château s'est réduit en cendres. Paix pour tes péchés en enfer. Barbara, en voyant qu'Arturo, sa seule source de revenus et bouée de sauvetage,
s'effondrait complètement, se traîna sur le sol en pleurant à chaudes larmes. Le procès se termina. Gonzalo me mit une veste légère sur les épaules. Nous nous prîmes fortement la main, poussâmes les lourdes portes en bois du tribunal et sortîmes. Dehors s'étendait le ciel dégagé de Madrid et le soleil éblouissant se filtrait à travers les feuilles des platanes, illuminant mon visage. Je respirais profondément. J'eus l'impression de m'être débarrassé de la lourde pierre qui écrasait ma poitrine. Une nouvelle vie avait commencé, une vie vraie, sans mensonge ni asphyxie. À l'avenir, il n'y aurait que mon fils, que j'avais protégé de ma vie, et moi. Une semaine après la fin du procès médiatisé, j'assumais le poste de directrice générale de l'entreprise à la place d'Arturo. Le vaste bureau conservait encore l'odeur âcre du tabac qu'il avait l'habitude de fumer. Assise dans le fauteuil en cuir, en examinant les livres de comptabilité et les documents désastreux qu'il avait laissés, je ne pus cacher mon amertume. Ce misérable avait presque ruiné cette entreprise fondée il y a 25 ans avec la sueur et le sang de mon père. J'étais plongé dans mes pensées quand j'entendis un coup timide à la porte. « Entrez » dis-je doucement. La porte s'ouvrit et Monsieur Monte, le directeur financier, entra. Il avait déjà plus de 60 ans, avait les cheveux blancs et marchait avec une certaine lenteur. En me voyant, il baissa la tête avec une expression embarrassée et se frotta les mains, paraissant très mal à l'aise. « Madame la directrice, vous souvenez-vous de moi » commença-t-il avec hésitation. Je me levai rapidement et approchai une chaise pour l'accueillir. « Monsieur Monte, comment pourrais-je vous oublier ? Au début de la fondation de l'entreprise. Quand vous et Arturo rentriez à l'aube presque sans pouvoir vous tenir debout après avoir bu avec les clients. Je vous ramenais toujours chez vous et je vous préparais un bon bouillon chaud. Je me souviens aussi. Quand on vous a opéré et que je suis venu vous rendre visite à l'hôpital. Maintenant nous allons travailler ensemble, alors s'il vous plaît appelez-moi Adriana, comme au bon vieux temps. » En entendant ces paroles, les yeux de Monsieur Monte s'enrougèrent. Il enleva ses lunettes de lecture avec des mains tremblantes et essuya ses larmes avec la manche de sa veste. « Pour ce bouillon chaud que vous me prépariez il y a tant d'années. Ces derniers jours j'ai ressenti tant de remords de conscience que je n'ai pas pu dormir. Même si vous me licenciez. Aujourd'hui même, je sentais que je devais vous remettre ceci personnellement. » Cela dit, Monsieur Monte sortit de sa vieille mallette un carnet en cuir noir décoloré et aux bords usés. Il le plaça avec un soin extrême sur la table en verre devant moi. « Qu'est-ce que c'est ? Monsieur Monte ? » demandai-je en fronçant les sourcils avec un mauvais pressentiment. « C'est un carnet secret que notre premier directeur financier, décédé dans un accident il y a 5 ans, a laissé. Quand il m'a passé le relais du coffre-fort, il m'a remis ce carnet et m'a averti qu'il contenait un secret terrible sur l'ancien directeur, Arturo. Et qu'il fallait bien le cacher pour que personne ne le trouve. À cette époque j'ai eu tellement peur que je ne l'ai jamais ouvert. Mais après avoir connu le résultat du procès de la semaine dernière, j'ai enfin brisé le sceau. » Monsieur Monte avala sa salive et montra une page du carnet. « Madame ? Il y a un papier plié dans les pages centrales. Ouvrez-le vous-même. » Avec des mains tremblantes, je feuilletai les pages fines qui sentaient le moisi. Les détails des dépenses de la comptabilité d'il y a 25 ans étaient écrits à l'encre bleue. Au milieu il y avait un vieux papier plié en 4. C'était une copie d'un certificat de décès d'une maternité. Nom de la mère, Barbara Delgado. Date de l'accouchement, 18 décembre. Cause du décès du nouveau-né, maladie congénitale. Date du décès, au 3e jour après la naissance. Je sentis à nouveau le sang se glacer. J'ouvris grand les yeux, fixant les mots « maladie congénitale ». Cet hiver d'il y a 25 ans. La date exacte où Gonzalo est arrivé chez nous était l'aube du 22 décembre. Les dates coïncidaient parfaitement. « Monsieur Monte, qu'est-ce que cela signifie ce certificat ?
Barbara a eu un fils. Mais il est mort. Ma voix tremblait violemment. Monsieur Monte acquiesça lourdement et montra une note griffonnée par l'ancien directeur. Lisez bien. Selon les registres de mon prédécesseur. À cette époque, Barbara prévoyait de faire chanter Arturo avec sa grossesse pour lui soutirer une pension. Mais malheureusement, le bébé est né avec une grave malformation cardiaque congénitale et est mort quelques jours plus tard en incubateur. Craignant qu'Arturo lui coupe le soutien économique s'il l'apprenait, Barbara s'est adressée à l'ancien directeur financier. L'a supplié en larmes et lui a offert 30 000 € ou une fortune à l'époque en lui demandant de sortir de l'argent de la caisse noire de l'entreprise pour falsifier les documents de l'hôpital et garder le silence. Je sentis que mes jambes me lâchaient et je m'appuyais sur la table en faisant un pas en arrière. Alors, ce bébé qu'Arturo a ramené dans ses bras cette nuit-là. Cette petite créature à laquelle j'ai consacré toute ma jeunesse et que j'ai élevée avec tant d'amour pendant 25 ans, de qui était-il le fils? La chose ne s'arrête pas là, madame. Monsieur Monte soupira profondément. Regardez le verso du certificat de décès. Au verso était collée une feuille avec les résultats d'un test ADN. C'était le document que Barbara avait montré à Arturo pour lui prouver que l'enfant était le sien. Cependant, l'ancien directeur avait écrit dans un coin « Test ADN falsifié acheté pour 30 000 €. Le vrai bébé a été pris à l'extérieur. L'encre était effacée par l'eau et on ne pouvait pas lire d'où ils avaient pris le bébé. En conclusion, Arturo croyait fermement qu'il avait refilé à son épouse le fils qu'il avait eu hors mariage. Mais en réalité il avait aussi été manipulé et trompé par l'escroquerie parfaite de Barbara. L'enfant qu'il avait ramené à la maison n'avait pas une seule goutte de son sang. C'était le fils d'inconnu complet. Ma main trembla et le stylo que je tenais tomba par terre. Ma tête tournait. C'était une vérité si cruelle et absurde qu'elle ne pouvait provoquer qu'un rire sec. Arturo avait ramené un bébé en croyant que c'était le sien. Il avait abandonné son épouse de toujours et m'avait insulté en m'appelant femme stérile. Il était ivre de victoire, croyant m'avoir piégé dans son piège parfait pour m'utiliser comme nounou gratuite. Cependant, au final cet homme n'était rien d'autre qu'un clown pathétique et stupide qui avait été trompé 2 fois par sa maîtresse. Non seulement le faux deuxième fils Hugo, mais même Gonzalo n'était pas de son sang. Maman? Que se passe-t-il? La porte s'ouvrit brusquement et Gonzalo entra. Mon fils, qui était venu m'apporter le déjeuner, fut surpris en voyant mon visage pâle. Il posa la nourriture sur la table et courut vers moi. Maman? Est-ce que tu vas bien? Monsieur Monte? Que s'est-il passé à ma mère? Je regardai Gonzalo. La ligne ferme de sa mâchoire, son nez droit, ses yeux brillants. Au cours des 25 dernières années, je n'avais pas douté un seul instant qu'il était mon fils. Même quand le tribunal a décrété qu'il était le fils d'Arturo et de Barbara. Mon cœur lui a toujours appartenu. Mais alors, quelle était la vraie identité de ce garçon? Avec des mains tremblantes, je remis le vieux carnet jauni à Gonzalo. Il fronça les sourcils en lisant rapidement le certificat de décès et s'arrêta sur la phrase « Test. ADN falsifié ». Dans le bureau le silence se fit et on n'entendait que ma respiration agitée. Je pensais que Gonzalo s'effondrerait sous le choc en découvrant qu'il était un orphelin total. Sans aucun lien de sang avec les personnes qu'il appelait père et mère. Cependant, Gonzalo ferma lentement le carnet et entoura mes épaules de ses grandes mains. Il laissa échapper un rire amer, mais son regard était plus ferme et incassable que jamais. C'est vraiment pathétique de penser qu'un homme si cupide et maléfique a vécu toute sa vie en se croyant le gagnant pendant qu'il élevait avec tant de soin les enfants des autres. Quelqu'un qui a passé sa vie à calculer gains et pertes et qui maintenant s'est retrouvé dans la ruine totale. Presque je le plains. Les larmes jaillirent des yeux de Gonzalo. Si je ne suis le fils ni de Barbara ni d'Arturo. Alors? Qui suis-je? Qui m'a donné la vie?
Et pourquoi m'a-t-on abandonné dans une ruelle cette froide nuit d'hiver? Gonzalo essuya avec soin les larmes de mes joues avec ses pouces et esquissa ensuite le sourire le plus chaleureux et serein que je lui avais jamais vu. Ne pleure pas, maman. Peu m'importe qui sont mes parents biologiques. Ni si je viens de la pauvreté la plus absolue ou si je porte le sang de criminel. Ce fait n'a pas la moindre importance pour moi. Gonzalo m'enlaça avec force et sa voix profonde remplit la pièce de pouvoir. Au moment où tu m'as serré contre ta poitrine quand j'étais violet de froid dans un coin dégoûtant. Et où tu m'as sauvé la vie avec ta chaleur. Tu m'as donné naissance à nouveau. Dans ce monde ma seule mère est Adriana Navarro. Je cachai mon visage dans la large poitrine de mon fils et éclatai en sanglots inconsolables. Nous ne partagions pas une goutte de sang. Mais c'étaient des larmes de libération nées du grand amour maternel. Un lien plus fort que n'importe quelle preuve ADN au monde. Cependant, au fond de mon cœur battait encore un énorme doute. D'où Barbara avait-elle sorti Gonzalo pour faire l'échange avec tant de précision? Le secret de la naissance de l'enfant. Que l'on supposait avoir été ramassé dans la rue il y a 25 ans. Était sur le point d'ouvrir le rideau d'une histoire pleine de sang et de larmes. À la mi-octobre, un matin où la pluie automnale tombait sur Madrid. La salle des visites de la prison de Soto del Real avait un froid qui pénétrait jusqu'aux os. Gonzalo et moi étions assis en regardant en silence à travers la froide vitre. Du fond du couloir on entendit le tintement métallique de chaînes. Arturo entra, vêtu de l'uniforme de détenu préventif, il n'était plus l'ombre de ce qu'il avait été. Il avait les joues creusées, la barbe longue et la peau d'une couleur cendrée. Cependant, l'arrogance de ses jours de directeur général semblait toujours enracinée jusqu'à la moelle. Il s'assit lourdement de l'autre côté de la table en aluminium et leva les mains menottées. Il me lança un regard assassin puis fixa ses yeux sur Gonzalo, parlant avec sarcasme. Que se passe-t-il? L'entreprise va couler parce que je ne suis pas aux commandes? Ou bien allez-vous finir dans la rue et êtes-vous venu me supplier de parler à mes anciens contacts? Gonzalo regarda l'homme qu'il avait en face avec une froideur dépourvue de toute compassion. Mon fils sortit de sa mallette la copie du certificat de décès et de la preuve ADN falsifiée du carnet et la poussa vers Arturo. Lisez-le vous-même. Regardez-le bien lettre par lettre. Dit Gonzalo froidement en croisant les mains. Arturo fronça les sourcils et se pencha sur la table. Son regard s'arrêta sur le certificat de décès avec le sceau rouge. Nom de la mère, Barbara Delgado. Date de l'accouchement, 18 décembre. Cause du décès du nouveau-né, maladie congénitale cardiaque. Il resta paralysé. Il ouvrit les yeux comme des soucoupes et ses pupilles s'injectèrent de sang. Avec des mains tremblantes il retourna le papier et vit la preuve ADN. Dans le coin gauche on voyait clairement la note écrite au stylo bleu par l'ancien directeur. Test ADN falsifié acheté pour 30 000 €. Non, cela ne peut pas être. Arturo halta comme s'il allait hurler et frappa la table à plusieurs reprises avec ses mains. Menotté, comme un fou, provoquant un vacarme assourdissant. Vous avez falsifié les preuves. Vous voulez vous venger de Barbara et vous voulez me mettre là. Faute à moi? Gonzalo porte mon sang, j'en suis sûr. Gonzalo, les bras croisés. Assonna le coup final à sa pathétique fantaisie d'une voix claire et tranchante. Arrête de te consoler avec ces bêtises. Arturo Mendoza. Ce carnet est le registre réel que le directeur financier en qui tu avais tant confiance a gardé caché pendant 25 ans. Ton vrai fils avec Barbara est mort du cœur juste après sa naissance. Sans le savoir, tu as trompé ton épouse de toujours, en croyant que tu avais ramené ton fils biologique à la maison. En l'utilisant comme nounou gratuite. Mais tu n'as été qu'une marionnette ridicule manipulée à sa guise par cette femme calculatrice. Ni Hugo que tu entretenais dehors. Ni celui qui est devant toi. Nous ne portons pas une seule goutte de ton sang. Tu as détruit ta famille. Vendu tes beaux-parents et fini en prison. Tout pour passer ta vie à entretenir avec soin les enfants d'autres hommes.
Je suppose que c'est ce qu'on appelle le karma. Arturo ouvrit la bouche, mais sa gorge eut un spasme et il ne put émettre aucun son. Son visage rougit devint blanc en un instant puis grisâtre. Il se passa les mains menottées dans les cheveux collants de sueur. Non, je n'ai pas élevé les enfants des autres. J'étais le directeur général. J'étais le maître qui contrôlait tout. Il leva la tête vers le plafond et lâcha un rire bestial et grotesque. C'était un rire qui donnait la chair de poule, comme le grincement de métaux. Les larmes et la morve se mélangeaient en coulant sur son visage déformé. Il frappa son front contre la table encore et encore jusqu'à se faire saigner. Tout en murmurant inconsciemment. Tout est faux. Tout était un mensonge. Barbara. Cette chienne m'a trompé. Rendez-moi mon fils. Deux gardiens accoururent rapidement et l'immobilisèrent des deux côtés pendant qu'il souffrait d'eux. La crise, en le traînant vers sa cellule d'isolement. Son rire dément résonna de façon effrayante dans le sombre couloir. En voyant le dos misérable du traître qui avait mordu la main qui le nourrissait, je pus enfin lâcher le lourd fardeau qui m'écrasait. C'était la fin la plus appropriée. En sortant de la prison, Gonzalo prit le volant en silence. Dans le regard de mon fils, qui se mordait la lèvre, il y avait une ferme détermination. Gonzalo avait décidé de chercher ses vraies racines. Guidé par une ancienne adresse du registre civil que M. Monte nous avait donnée. Nous sommes allés dans un vieux bloc d'appartements à Carabanchel. Dans un appartement étroit et humide. Une vieille dame aux cheveux blancs était allongée sur une vieille couverture électrique en toussant fortement. C'était la mère biologique de Barbara. À cause de sa fille vaniteuse. Qui avait coupé les liens avec elle il y a des décennies pour se faire passer pour une femme de classe supérieure. La vieille dame survivait seule dans la pauvreté extrême et la maladie. Comme si elle expiait les péchés de sa fille. Quand Gonzalo révéla son identité, la vieille dame attrapa le bord de la couverture avec des mains osseuses comme des branches sèches. Et versa des larmes troubles de ses yeux enfoncés. Jeune Gonzalo. Madame Adriana. Je sais très bien que le péché est une atrocité qui crie au ciel. J'ai vécu toute ma vie tourmenté par la culpabilité. Désirant mourir. Je voulais vous voir avant de partir dans l'autre monde pour vous demander pardon. La voix de la vieille dame était rauque à cause de la toux constante. Madame, Gonzalo mit un genou à terre sur le sol humide et lui demanda avec désespoir. Dites-moi la vérité, s'il vous plaît. Si je ne suis pas le fils de Barbara. D'où m'a-t-elle sorti cette froide nuit d'hiver il y a 25 ans? La vieille dame leva une main tremblante et montra une vieille boîte en bois pourri dans un coin de la pièce. Au fond de cette boîte il y a une vieille boîte de biscuits où je gardais aiguilles et fils. Ouvrez-la, s'il vous plaît. Gonzalo trouva rapidement la boîte et l'ouvrit. À l'intérieur il y avait un petit bracelet en bois d'olivier sculpté uni par un cordon rouge. Décoloré. Sur la pièce de bois de la taille d'un knuckle était gravé avec une exquise précision le numéro 18 123 303. La vieille dame en sanglotant confessa les souvenirs de ce jour baigné de péché. Cette nuit-là, le bébé que Barbara a eu prématurément est mort. Craignant qu'Arturo lui coupe l'argent ou l'abandonne. Barbara s'est enfuie de l'hôpital et a erré dans les rues en plein hiver. À l'aube elle est rentrée à la maison en cachant le petit monsieur contre sa poitrine et m'a menacé pour que j'emporte le secret dans la tombe. En feignant que c'était de son propre sang. En lui changeant les vêtements au bébé. J'ai vu qu'il portait ce bracelet en bois à son petit poignet. Quelle est la signification de ce bracelet? Où a-t-elle dit qu'elle m'avait trouvé? Gonzalo serra le bracelet si fort que ses jointures devinrent blanches. Elle m'a dit qu'elle l'avait trouvé abandonné enveloppé dans une fine couverture à la porte d'un petit orphelinat à Jaca dans les Pyrénées. Ce bracelet doit être un signe que ses vrais parents ont laissé pour pouvoir le trouver dans le futur. Ce numéro doit être la date et l'heure de sa
naissance. Barbara a essayé de jeter ce bracelet dans le poêle pour effacer toute trace. Mais les remords m'ont vaincu. Je le lui ai arraché de toutes mes forces et je l'ai gardé caché au fond de cette boîte pendant 25 ans. En attendant le jour où l'enfant deviendrait majeur et chercherait ses vraies racines. Gonzalo se leva lentement et regarda la petite pièce de bois dans la paume de sa grande main. Le bois poli et brillant n'était pas quelque chose acheté au hasard dans n'importe quel magasin. C'était sans aucun doute un objet précieux que quelqu'un avait sculpté et poncé personnellement avec tout son amour. 18 décembre à 23h30. C'était la seule preuve qu'il avait existé des personnes qui avaient amené Gonzalo en ce monde. Je m'approchai de mon fils, lui mis une main sur l'épaule et lui transmis ma chaleur. Peu importe qui sont tes vrais parents. Ni s'il y a eu une pauvreté terrible ou des circonstances inévitables. Maman t'aidera à les chercher. Jusqu'au bout. Nous irons demain même à l'orphelinat de Jaca. Gonzalo me regarda avec des yeux larmoyants, mais brillants d'une détermination de fer. Oui. Maman. Je dois découvrir qui m'a abandonné cette froide nuit d'hiver. Avec le bracelet du destin à la main. Nous sortîmes du vieil appartement pendant que le soleil du coucher d'automne madrilène projetait nos longues ombres. Le premier indice alluma un rayon d'espoir. Mais ni Gonzalo ni moi ne pouvions imaginer que ce bracelet n'était pas la simple trace d'un abandon, mais la clé d'un crime beaucoup plus terrifiant et cruel. Parfois la compassion déguisée des larmes de la pauvreté est l'arme la plus facile pour la tromperie. Après avoir découvert que l'orphelinat de Jaca était fermé depuis des années et n'avoir trouvé aucune piste, Gonzalo s'est adressé à une émission de télévision d'investigation pour demander des informations sur sa famille. Il a gardé dans le secret absolu l'existence du bracelet avec le numéro 18 123 303 et n'a rendu public que le lieu et la date de l'abandon pour filtrer les éventuels imposteurs. Le matin du 3e jour après la diffusion, l'interphone de notre maison sonna avec insistance. Quand Gonzalo ouvrit la porte, il se trouva face à un couple de personnes âgées vêtues de vêtements usés et couverts de poussière. La vieille dame, dès qu'elle le vit, se laissa tomber par terre, s'agrippa aux jambes de mon fils et éclata en sanglots. Gonzalo. Mon fils. Dieu ne nous a pas abandonnés. Enfin j'ai retrouvé mon fils. Gonzalo se hâta de relever la vieille dame. Je sortis rapidement de la cuisine. Le vieil homme qui l'accompagnait essuyait aussi ses larmes avec la manche sale et dit d'une voix rauque. Comme tu es grand et beau maintenant. J'essayai de me calmer, les guider au salon et leur servis un thé chaud. La vieille dame attrapa la tasse avec des mains tremblantes, sans détacher les yeux de Gonzalo. Et commença à raconter son histoire d'une voix plaintive. Cette nuit-là il y avait beaucoup de vent et de pluie. Nous étions si pauvres que nous avions à peine de quoi manger. Tu avais faim. Mais je n'avais pas de lait. Tu devenais violet en pleurant de faim. Pour te sauver. À ce vieux il ne restait plus qu'à t'envelopper dans une couverture et te laisser à la porte de l'orphelinat de Jaca. Quand je me suis retourné, j'ai senti que mes entrailles se déchiraient. C'est pourquoi, comme preuve, je t'ai mis au poignet un bracelet en bois d'olivier sculpté avec le numéro 18 123 303. Ah, mon fils, ta mère a commis un péché impardonnable. En entendant le numéro 18 123 303, un frisson me parcourut le dos. Cette donnée n'avait pas été diffusée à la télévision une seule fois. C'était un secret que seul Gonzalo, moi et la vieille dame de l'appartement de Carabanchel connaissions. S'ils n'étaient pas les vrais parents, il leur serait impossible de le savoir avec tant d'exactitude. Gonzalo aussi fut surpris et ses yeux s'enrougèrent un moment. Mon fils regarda le couple avec pitié, mais ne perdit pas son calme habituel. Soudain, le vieil homme glissa du canapé, se prosterna sur le sol en marbre et s'inclina encore et encore. Tes parents inutiles ont commis un péché.
Mais maintenant que tu es devenu un homme bien avec un master, aie pitié de ces vieux malades. Il ne nous reste plus beaucoup de temps à vivre. Mais nous voulons avoir notre fils à nos côtés pour que les gens du village ne nous montrent pas du doigt. Gonzalo s'approcha rapidement, attrapa fermement les bras maigres du vieil homme et le releva. Il serra les épaules de l'homme avec ses grandes mains et lui dit d'une voix profonde et ferme. S'il vous plaît. Arrêtez-vous. Si vous avez dû m'abandonner à cause d'une pauvreté extrême. Je ne vous en garde pas rancune. Je comprends à quel point il peut être douloureux de n'avoir rien. En entendant ces paroles, les yeux de la vieille dame brillèrent. Elle attrapa la main de Gonzalo avec force, son visage s'illumina et dit. Alors? Cela signifie que tu nous acceptes comme parents. Fais tes valises et viens avec nous au village. Vivre. D'accord? Gonzalo retira la main avec douceur, mais fermeté. Il fit un pas en arrière, se colla à mon côté et entoura mes épaules avec fierté et sécurité. Je suis désolé. Mais je ne peux pas vous accepter comme mes parents. Mère n'est pas celle qui engendre, mais celle qui élève. Au cours des 25 dernières années, quand j'avais de la fièvre. Quand j'ai commencé à marcher ou quand j'ai appris à parler. Celle qui a passé les nuits blanches à s'occuper de moi a été ma mère. Qui est ici présente? Celle qui a vendu ses bijoux et ses vêtements pour me payer les études a été uniquement ma mère. Adriana Navarro. Dans ma vie il n'y a qu'une mère et je ne changerai jamais mes noms de famille ni ne reconnaîtrai d'autres parents. Les visages du couple se tendirent soudainement de confusion. Gonzalo continua à parler lentement. Cependant, si vous dites que vous m'avez donné la vie, je ne vous ignorerai pas complètement. Je vous enverrai 1000 € par mois de mon salaire pour vos dépenses. Achetez vos médicaments et passez votre vieillesse en paix. Jusqu'ici arrive mon devoir en tant que fils. Devant la mention de 1000 € par mois, la vieille dame resta bouche bée. La tristesse qu'elle criait aux quatre vents il y a un moment s'évapora complètement et une avidité palpable brilla dans ses yeux. À ce moment précis, mon instinct aiguisé forgé pendant mes années comme responsable des ressources humaines s'alluma. Je fronçai les sourcils et les observai des pieds à la tête avec un regard scrutateur. La vieille dame portait des vêtements en loques et feignait d'être une femme de campagne. Mais la peau de ses chevilles, visible sous le pantalon, était blanche et douce, sans un seul cal. Comme si elle n'avait jamais marché dans la boue. Le vieil homme avait de la saleté noire sous les ongles. Mais les pointes étaient coupées de façon droite et propre. Comme s'il venait de sortir d'un salon de manucure. Ce n'étaient pas les mains ni les pieds de vieux qui avaient passé leur vie à travailler au champ. D'une voix glaciale, je jetai un seau d'eau froide sur leur joie superficielle. Les dépenses mensuelles, vous les déciderez. Mais tout a besoin d'une procédure légale. Vous ne pouvez pas simplement revendiquer que vous êtes les parents sur parole. Cet après-midi même nous emmènerons Gonzalo et vous dans un centre certifié pour faire un test ADN. Si l'État émet un certificat officiel qui confirme votre parenté, Gonzalo dit qu'il vous transférera 30 000 € d'un coup comme fonds de retraite. S'il s'avère que vous ne l'êtes pas. Devant le mot ADN, les deux sautèrent comme s'ils avaient touché du feu. Le vieil homme agita les mains frénétiquement. Ah, non, non. Pourquoi dépenser de l'argent en test? Madame? Vous avez le bracelet en bois comme preuve irréfutable. Comment allions-nous vous tromper? Nous sommes. Ils ne vous prendront pas de sang. Seulement ils vous frotteront un coton-tige à l'intérieur de la bouche ou prendront un cheveu. C'est très rapide, continua Gonzalo. En se rendant compte de la panique anormale de ceux qui affirmaient lui avoir donné la vie. Le regard de mon fils s'assombrit de façon redoutable. Si vous êtes vraiment mes parents, pourquoi refusez-vous de faire le test? La vieille dame transpirait à grosses gouttes et échangea des regards d'aide avec le vieil homme. D'accord, alors nous le vérifierons,
mais à mon mari la tension a baissé maintenant. Donc nous irons la semaine prochaine. Rien de la semaine prochaine. Nous irons maintenant même. Je me plantai fermement devant la porte du salon, leur bloquant la sortie. 3 jours plus tard, dans le salon de notre maison, Gonzalo jeta la feuille des résultats du test ADN au visage du couple de personnes âgées. Gonzalo, qui maintenait toujours son calme, ne put contenir sa fureur. Sa poitrine montait et descendait avec agitation. Incompatibilité de parenté. Comment pensez-vous expliquer cela? Qui vous a ordonné de faire quelque chose d'aussi méprisable? Devant le hurlement furieux de Gonzalo, les 2 escrocs sursautèrent. La vieille dame se laissa tomber par terre pâle, et le vieil homme s'agenouilla en tremblant, s'excusant désespérément auprès de Gonzalo et de moi. Don Gonzalo, Doña Adriana. S'il vous plaît. Ne nous livrez pas à la police. Nous sommes des acteurs de 3e catégorie dans une compagnie de théâtre. Et comme les prêteurs nous poursuivaient, l'avidité nous a aveuglés. Une femme s'est présentée, nous a jeté un chèque de 6 000 € et nous a donné un scénario. Elle nous a obligés à mémoriser l'histoire du bracelet en bois. Elle nous a ordonné de nous faire passer pour des parents pauvrés, ignorants, pour faire ressentir à Gonzalo une honte qui le pénétrerait jusqu'aux os et le plongerait psychologiquement. Qui est cette femme? Quel aspect avait-elle? Criai-je en attrapant la chemise du vieil homme, tremblant. Elle devait avoir environ 45 ans. Elle portait un sac de marque et beaucoup de maquillage. Gonzalo et moi nous nous regardâmes et immédiatement un frisson nous parcourut le dos. C'était Barbara Delgado. Barbara. Bien que son entreprise ait fait faillite et que son amant soit en prison, cette femme venimeuse ne se rendait pas et essayait de plonger l'âme de Gonzalo dans la boue avec ses sales et théâtrales larmes. Mais comment Barbara pouvait-elle savoir avec tant de détails le secret du bracelet en bois qui était caché dans cet appartement de Carabanchel? Tout le plan avait-il été conçu par elle depuis le début? Je sentis une piqûre au cœur. Le secret de la naissance de Gonzalo n'était pas un simple abandon par pauvreté. Derrière ce bracelet en bois se cachait sûrement une diabolique et terrifiante conspiration contre un nouveau-né. 1 mois après l'incident avec le couple d'escrocs, quand il semblait que la tempête était passée, nous reçûmes un appel urgent de l'hôpital. La patiente Barbara Delgado se trouve dans un état critique. Elle crie comme une folle en disant qu'elle doit laisser sa dernière volonté à Adriana Navarro et à Gonzalo avant de mourir. C'était la voix sèche de l'infirmière. Quand Gonzalo et moi entrâmes dans la lugubre chambre d'hôpital, où l'odeur de désinfectant pénétrait dans le nez, la scène que nous vîmes nous coupa le souffle. Il ne restait plus trace de la propriétaire du centre d'esthétique qui se pavanait avec des robes de marquées du rouge à lèvres rouges. Il n'y avait qu'un tas de peau et d'os jetés sur les draps blancs. Elle avait été brutalement battue par des voyous engagés par Arturo en vengeance. Elle avait le visage et les membres meurtris, la poitrine bandée à cause des côtes cassées et respirait avec grande difficulté. En entendant nos pas, Barbara leva les paupières enflées. En me voyant, elle esquissa un sourire macabre entre ses lèvres craquelées. « Vous êtes venue, Adriana. La vainqueur finale. » Du sang avec de l'écume rouge jaillit de la commissure de ses lèvres. Je restai au pied du lit les bras croisés et attitude glaciale, avec Gonzalo à mes côtés. « Pourquoi nous as-tu appelés? Notre histoire s'est terminée au tribunal. Pourquoi es-tu dans cet état? » Barbara rit faiblement, provoquant un son de glaire dans sa gorge. « Pourquoi suis-je ainsi? À cause du grand Arturo. Ce misérable qui est resté sans un centime en prison. Il me gardait rancune. Il a engagé des voyous et m'a laissé le corps détruit. Il disait que je lui avais ruiné la vie. Mais que me dis-tu, Adriana?
Moi aussi je vais mourir de façon misérable. Comme lui. C'est le prix que vous devez payer toi et cet homme pour les péchés que vous avez commis. Dit Gonzalo. En la regardant avec froideur et sans une once d'émotion pendant qu'elle agonisait. Le mal se détruit lui-même. Si la loi ne vous juge pas, le karma s'en charge. Barbara foudroya Gonzalo du regard. Ce fut un éclair d'une extrême malice. Comme un serpent venimeux levant la tête pour donner sa dernière morsure avant de mourir. Eh bien, comme tu es devenu arrogant. Monsieur le docteur revenu des États-Unis. Ne fais pas le malin pour avoir découvert l'escroquerie. De ces acteurs de troisième catégorie, crachatait-elle chaque mot pendant qu'elle s'asphyxiait. Oui. Je les ai engagés. J'ai payé pour qu'ils fassent cette représentation dégoûtante. Je voulais que tu vives toute ta vie recroquevillée comme un ver. Couvert par la douleur de croire que tes parents t'ont jeté dans la rue pour de l'argent. Dommage. Qu'Adriana, cette salope astucieuse, s'en soit rendue compte. Je serrai les poings avec force. Retenant la rage. Tu vas mourir bientôt. Pourquoi continues-tu à t'accrocher à cette malice jusqu'à la fin? Pourquoi as-tu fait cela à un bébé innocent? Innocent. Barbara cracha des malédictions en pleurant des larmes de sang. À cause de cet enfant j'ai vécu en tremblant de peur pendant 25 ans jour et nuit. Mon vrai fils est mort dans la froide incubatrice, en pourrissant. Pendant que ce gamin vivait comme un prince dans la maison d'un autre. Tu crois que tu as gagné? N'est-ce pas? Adriana? Vous croyez que Gonzalo est un pauvre petit orphelin abandonné à la porte d'un orphelinat? Ajaka? Gonzalo sursauta et inconsciemment serra fortement le bracelet en bois qu'il portait dans la poche. De quoi parles-tu? Ta mère nous l'a clairement dit. Barbara ouvrit grand la bouche et lâcha un rire horrible. En crachant du sang frais sur le drap. Ma mère est une vieille idiote. Elle aussi je l'ai trompée pendant 25 ans. Je n'ai jamais été ni près d'aucun orphelinat à Jaka. C'était une histoire que j'ai inventée pour lui fermer la bouche à ma mère. Mon cœur battait à 1000 à l'heure et la température de la chambre sembla tomber en dessous de 0. Gonzalo fit un pas en avant et attrapa avec force la barre métallique du lit qui ne cessait de trembler. Alors? Qui suis-je? D'où as-tu sorti ce bracelet? Réponds. Barbara. Savourant la terreur qui commençait à apparaître dans les yeux de Gonzalo. Elle haleta et avec une expression d'extase confessa la vérité de cette nuit de cauchemar il y a 25 ans. La nuit du 18 décembre. Mon fils prématuré est mort du cœur quelques heures après. J'ai eu peur. Je savais qu'Arturo m'abandonnerait immédiatement si je n'avais pas de fils. Alors à l'aube je me suis échappé de ma chambre et j'ai erré comme un fantôme dans les couloirs de la clinique de maternité jusqu'à ce que je passe devant la meilleure salle VIP d'accouchement de tout Madrid. La voix de Barbara s'éteignait. Mais la folie qu'elle contenait donnait la chair de poule. Cette salle VIP était un chaos. Les médecins couraient d'un côté à l'autre. Pris de panique. J'ai regardé par la fente de la porte et j'ai vu une jeune et belle parturiente. Souffrant d'une hémorragie massive juste après avoir accouché. Teignant les draps de rouge pendant qu'elle exhalait son dernier souffle. Et à côté d'elle. Dans un berceau chaud, il y avait toi, Gonzalo. Tu pleurais à plein poumon. Portant à ton poignet ce bracelet en bois. Pendant que les médecins et les infirmières étaient distraits en essayant de réanimer ta mère, je me suis glissé, je t'ai pris rapidement. Je t'ai caché sous mon manteau et je me suis enfui sous la pluie. Tu mens, Gonzalo recula en se tenant la tête avec les deux mains et en criant. Tu es en train de me dire que tu m'as volé à côté de ma mère qui venait de mourir? Es-tu un monstre? Oui, je suis un démon. Barbara esquissa un sourire macabre et ensanglanté. Tu n'as pas été abandonné et tu n'es pas le fils de mendiant.
Tu es un article volé. Je t'ai volé. Au milieu de l'enfer qui s'est déchaîné quand ta vraie mère est morte. Et ensuite je l'ai donné à cet imbécile d'Arturo pour le tromper. En disant que c'était le sien. Et j'ai réussi à ce qu'Adriana te change les couches gratuitement. Pendant 25 ans. Je sentis que tout mon corps se paralysait par la fureur et la commotion. C'était une vérité si épouvantable qu'elle m'empêchait de respirer. Kidnapper un bébé qui venait de naître, qui pleurait après avoir perdu sa mère. Pour l'utiliser comme instrument de son aventure amoureuse. Sais-tu pourquoi j'ai engagé ces acteurs bon marché pour qu'ils feignent d'être tes parents? Barbara lâcha ses dernières malédictions avec le souffle qui lui restait parce que je voulais que tu vives avec un complexe d'infériorité toute ta vie, parce que je le sais très bien. Ce bracelet en bois d'olivier si bien sculpté, cette salle VIP exclusive. Il est clair que la famille dans laquelle tu es né est immensément riche ou d'un lignage très prestigieux. Tes racines doivent être très nobles, mais tu ne trouveras jamais ta vraie famille. Même si je vais en enfer, je vous observerai depuis là-bas avec les yeux bien ouverts pour voir comment vous pourrissez dans cette cruelle vérité. Les yeux de Barbara se révulsèrent. Le bip du moniteur cardiaque devint un bip long et aigu. La ligne rouge devint plate et son bras tomba inerte sur le côté du lit. Le démon était mort et descendu en enfer. Mais il nous avait laissé à mon fils et à moi un cauchemar insupportable. Je regardai Gonzalo. Il se laissa tomber sur le sol de carrelage froid, couvrant son visage de ses grandes mains pendant que ses épaules tremblaient. Il pleurait en silence, mais je pouvais sentir comment le monde de mon fils, qui était normalement aussi incassable qu'un rocher, se brisait en morceaux. Gonzalo n'avait pas été abandonné, il avait été volé. Sa vraie mère avait perdu la vie en salle d'accouchement et pendant les 25 dernières années sa vraie famille avait sûrement remué ciel et terre, versant des larmes de sang pour le trouver. Je m'agenouillai par terre, me jetai sur la poitrine de mon fils, déjà devenu un homme. Et l'enlaçai de toutes mes forces. Mes larmes trempèrent sa chemise. Gonzalo, n'aie pas peur. Maman est ici. Même si le ciel se fend en deux. Je te jure que maman trouvera ta vraie famille. Je te le promets. La mort de Barbara et sa dernière volonté horrible dénouèrent le cruel nœud. Mais en même temps donnèrent le coup d'envoi à une course contre la montre pleine d'angoisse. Gonzalo demanda un mois de permission à son institut de recherche aux États-Unis et avec l'avocat Ferré passèrent jour et nuit à revoir les archives policières des cas non résolus d'il y a 25 ans. Une nuit pluvieuse, l'avocat Ferré frappa à la porte de notre maison avec insistance. Sans même enlever son imperméable trempé. Il sortit de sa mallette une liasse de documents décolorés et les jeta sur la table. Je l'ai trouvé, Gonzalo. Enfin nous avons trouvé ta vraie famille. La voix de Ferré tremblait d'émotion pure. À Gonzalo le verre qu'il avait à la main faillit tomber. Il courut vers les documents le regard fixé dessus. Mon cœur battait si fort qu'il semblait sur le point d'exploser pendant que je sortais précipitamment de la cuisine. Qui sont-ils? Est-ce vraiment dans une salle VIP? Comme l'a dit Barbara, demandai-je. Précipitamment. L'avocat Ferré approcha une chaise. S'assit et parcourut le rapport policier d'il y a 25 ans pendant qu'il reprenait son souffle. C'était exactement comme l'a dit Barbara. Le 18 décembre de cette année-là. Une patiente a été admise en urgence dans la salle VIP d'un des meilleurs hôpitaux de Madrid. Elle s'appelait Iné et souffrait d'un état de choc et de faiblesse extrême. Iné était la belle-fille de Don Fernando Alcázar. Un magnate qui a été ministre et président d'une grande corporation, et de Doña Cayetana. Professeur d'université. Tragiquement, le mari d'Iné et unique fils de Don Fernando, Tristan, était mort sur le coup dans un horrible accident de la circulation juste une semaine avant qu'Iné ne sorte de couche. Devant cette phrase, Gonzalo ferma les yeux avec force et serra le dossier de la chaise jusqu'à presque le casser. Le choc de perdre son époux bien-aimé avait fini par emporter la vie de cette femme enceinte sur le
point d'accoucher. Alors? Qu'est-ce que le bracelet que je portais au poignet? Demanda Gonzalo d'une voix rauque. L'avocat Ferré montra une photographie. C'était un objet personnel que Tristan avait sculpté à la main en bois d'olivier pour toi avant ta naissance. La nuit où tu es né, dont Fernando attendait impatient dehors de la salle d'opération. À l'aube, quand l'infirmière lui a dit que l'enfant était né sain et sauf. Il a lui-même sculpté le numéro 18 123 303 avec un couteau en pleurant d'émotion. Et a demandé à l'infirmière de te le mettre au poignet, en priant pour ton bien-être. L'avocat Ferré se frotta le visage et baissa la voix, mais juste après ta naissance. Iné a subi une hémorragie massive soudaine. Toute l'équipe médicale est entrée en panique. Ils ont essayé de la réanimer et ont couru chercher des poches de sang. Pendant ces 15 minutes de chaos, se débattant entre la vie et la mort. Personne n'a prêté attention au berceau dans le coin et Barbara en a profité pour t'emporter. Iné est finalement morte sans avoir pu voir le visage de son fils. Quand Don Fernando et son épouse sont entrés dans la chambre, tu t'étais évaporé comme de la fumée. Pendant 25 ans. Avec l'aide de la police et en dépensant toute leur fortune. Cette famille a cherché dans toute l'Espagne, mais en vain. Barbara t'avait remplacé parfaitement, en te faisant passer pour un enfant normal de classe moyenne. Le salon resta plongé dans un silence sépulcral. Gonzalo enfouit son visage entre ses mains appuyées sur la table et ses larges épaules commencèrent à trembler. Les pleurs contenus de mon fils, qui se montrait toujours fort, inondèrent la pièce. À ce moment précis on entendit le crissement de frein depuis l'extérieur de la maison. L'avocat Ferré se leva d'un bond. Cet après-midi j'ai appelé la maison des Alcazar. Il semble qu'il soit déjà arrivé. La porte principale s'ouvrit et un vieil homme aux cheveux grisonnants et au visage sévère entra. Bien qu'incliné par le poids des années, en s'appuyant sur une canne. À ses côtés se trouvait une femme d'environ 70 ans, vêtue d'un élégant manteau de velours noir. Elle avait le visage émacié et les yeux gonflés et se maintenait debout grâce à l'aide de ceux qui l'entouraient. C'était Don Fernando Alcazar et Doña Cayetana. Doña Cayetana, dès qu'elle franchit le seuil, fixa son regard sur Gonzalo, qui restait debout au centre du salon. Elle laissa tomber par terre le coûteux sac de marque qu'elle portait et s'approcha en titubant. Mon Dieu, ses yeux, ce front est identique à notre Tristan. Tristan est revenu à la vie. Sanglota Doña Cayetana en tendant ses mains ridées pour caresser le visage de Gonzalo. Mon enfant, mon petit-fils, es-tu vraiment mon petit-fils? Don Fernando aussi sembla oublier la sévérité de son visage et laissa échapper des larmes comme là. Puis, il chercha dans sa poche intérieure avec des mains tremblantes et sortit une vieille boîte en velours rouge. À l'intérieur de la boîte il y avait l'autre moitié du bois d'olivier et un croquis taché d'encre du dessin du bracelet. Gonzalo, avec les mains tremblantes, sortit de sa poche le bracelet qu'il avait gardé pendant 25 ans et le plaça à côté de la pièce de bois de la boîte. La section coupée au couteau dans ce bois rouge brillant s'emboîta parfaitement. Comme si c'était une seule vie qui avait été coupée en deux. 18 123 303 Le numéro était net, comme une cicatrice du temps qui ne pourrait jamais s'effacer. Mon petit-fils, le sang de notre famille était ici, cria Don Fernando en embrassant Gonzalo. La lamentation de cet homme puissant qui avait autrefois dominé la politique et les affaires n'était rien d'autre que la douleur déchirante d'un grand-père qui avait erré dans l'obscurité en cherchant son lignage perdu. Doña Cayetana s'agrippa au bras de Gonzalo et sanglota sur le point de s'évanouir. En appelant son fils et sa belle-fille décédés. Gonzalo aussi enlaça ses deux grands-parents avec ses bras forts. Des larmes chaudes tombèrent sur les cheveux blancs des vieillards. Grand-père, grand-mère, je suis vraiment désolé de vous avoir fait attendre si longtemps. La voix étouffée de Gonzalo résonna dans la pièce. Je me retirai dans un coin de l'escalier et me couvris la bouche des deux mains pour étouffer mes sanglots. En voyant les trois enlacés et en pleurs. Je sentis mon cœur inondé d'un étrange mélange d'immense bonheur et de mélancolie. Mon fils,
que j'avais élevé en livrant ma vie depuis qu'il était bébé, avait enfin trouvé ses vraies racines. Gonzalo n'était plus un enfant abandonné ni l'outil de personne. Une famille prestigieuse et des liens de sang plus importants que la vie elle-même le protégeraient. Pendant que j'étais plongé dans ses pensées, Doña Cayetana se sépara de la poitrine de Gonzalo et se tourna vers moi. À la stupéfaction de tous, la vieille dame de 70 ans s'approcha en titubant et se prosterna sur le sol en marbre à mes pieds. « Madame, s'il vous plaît, ne faites pas cela. Levez-vous. Oh, Dieu me punira. » J'eus peur et courus pour essayer de la relever des bras de toutes mes forces. Gonzalo et don Fernando aussi s'approchèrent surpris, mais Doña Cayetana ne leva pas la tête. Joignit les mains, me regarda le visage baigné de larmes et parla d'une voix brisée. « Adriana, s'il vous plaît, acceptez la gratitude de cette vieille mère. Pendant 25 ans. Quand cette femme démoniaque a essayé d'abuser de mon petit-fils. Vous avez sacrifié votre jeunesse et votre sang. En vous consacrant corps et âme à élever le seul héritier de notre Tristan. En le transformant en un homme intègre et admirable. Si ce n'était pas pour vous, mon petit-fils serait mort de froid dans cette rue. Vous n'êtes pas une étrangère. Vous êtes la salvatrice de notre famille. Nous vous devons la vie. » Don Fernando aussi s'inclina dans une profonde révérence devant moi et dit d'une voix étouffée. « Mon épouse a raison. Cette dette, immense comme le ciel. Nous ne pourrions pas la payer même si nous donnions toute notre fortune. » Sans pouvoir articuler un mot, je me laissai tomber à genoux par terre et enlaçai les épaules maigres de Doña Cayetana en pleurant. À chaudes larmes. « Madame, je vous en prie, levez-vous. Gonzalo est mon fils. C'est ma vie. Il est naturel qu'une mère protège son fils. Maintenant que Gonzalo a trouvé ses grands-parents, je pourrai mourir en paix. » Gonzalo s'agenouilla à mes côtés et nous enlaça tous les trois en même temps. Le petit et vieux salon se remplit de larmes de retrouvailles et d'amour éternel qui compensaient le temps perdu. Cependant, quand il semblait que le bonheur était enfin complet, une autre vague menaçait d'approcher. Provoquée par des membres de la famille Cupide qui convoitaient l'immense fortune que Gonzalo était sur le point d'hériter. Une semaine après avoir trouvé sa famille, don Fernando nous invita à sa grande propriété familiale à Séville. Un imposant cortijo traditionnel pour réaliser la cérémonie formelle de présentation et ajouter son nom au testament et au lignage des Alcazar. Ce matin-là je mis une excuse et m'habillai d'une modeste robe élégante pour rester à la maison. Cependant, Gonzalo entra dans la chambre, me mit un manteau sur les épaules et dit avec fermeté. « Aujourd'hui est le jour le plus important de ma vie. Si tu n'es pas à mes côtés, qu'ils mettent mon nom dans leur registre familial ne signifie rien pour moi. » La voiture entra lentement dans la vaste cour de la spectaculaire propriété familiale. Des dizaines de parents étaient réunis, en chuchotant entre eux. Mais dès que Gonzalo et moi franchîmes la porte principale de la maison seigneuriale, un homme d'environ 50 ans vêtu d'un coûteux costume sur mesure se croisa les bras et nous barra le passage. C'était Felipe Alcazar, le frère cadet de don Fernando et grand-oncle de Gonzalo. Après la mort de Tristan il y a 25 ans, Felipe était convaincu que son propre fils serait le seul héritier de l'immense fortune et des propriétés des Alcazar. L'apparition soudaine de Gonzalo, tombé du ciel, était comme une épine plantée dans sa gorge. Felipe me regarda de haut en bas avec un mépris évident et esquissa un sourire moqueur. « Alors tu es cette Adriana Navarro. J'ai beaucoup entendu parler de toi. Tu as fait un grand travail en faisant la nounou pour notre Gonzalo. Je te ferai un virement de 30 000 € sur ton compte. Aujourd'hui même. En considérant ton travail comme nourrice pendant ces 25 ans. Ce n'est pas un mauvais chiffre. N'est-ce pas? Prends l'argent et attends-nous dans la voiture ou retourne à Madrid. Maintenant nous allons avoir une réunion formelle avec les avocats pour inclure Gonzalo dans le fidéicommis de la famille et qu'une intruse comme toi soit ici plantée est un manque de respect. » Je restai glacé.
Voir ce chèque flottant devant mes yeux et entendre le mot « intruse » me déchira le cœur. Bien que maintenant je sois la directrice d'une entreprise. Aux yeux de ceux qui mesuraient la valeur des personnes avec l'argent, je n'étais qu'une indésirable qui venait prendre l'argent de Gonzalo. Je sentis que les larmes s'accumulaient dans mes yeux. Je fis un pas en arrière pour ne pas causer de problème à Gonzalo. Mais avant que je puisse faire un autre pas, Gonzalo allongea le bras et d'un revers jeta le chèque que Felipe tenait. Le papier tomba misérablement sur le sol en terre. Gonzalo entrelaça fortement ses doigts avec les miens et m'attira vers lui avec détermination. « Felipe, ramassez cet argent sale maintenant même. » Résonna la voix de Gonzalo d'un ton grave et menaçant. Et ses yeux lancèrent des éclairs en se plantant sur son grand-oncle. Cette femme est ma mère. C'est la personne qui a sacrifié sa vie et sa jeunesse pour me sauver. Ma mère n'est pas une employée achetée avec de l'argent et certainement pas une intruse dans ma vie. Felipe pâlit et rougit tour à tour et le pointa du doigt indigné. Comment oses-tu? Insolent? Sais-tu l'immense fortune et le pouvoir que cette famille a? Je pourrais tolérer que tu te sois infiltré pour prendre la place de mon fils. Mais il y a des règles dans cette maison. Si tu veux entrer au conseil d'administration du groupe Alcazar et accéder au fidéicommis familial, tu dois signer maintenant même un document renonçant à tout lien avec cette femme et adopter le nom de famille Alcazar. Sinon, mes avocats contesteront ton identité et gèleront les comptes pendant des années. Crois-tu que nous allons permettre qu'une plébéienne quelconque de la rue vienne se donner des airs de mère pour profiter de notre richesse? L'immense cour resta plongée dans un silence total où on n'entendait même pas le son d'une mouche. J'attrapai la manche de la veste de Gonzalo avec des mains tremblantes et lui murmurai avec des larmes aux yeux. Gonzalo, sois raisonnable et écoute les aînés. Maman n'a pas besoin d'être dans le registre familial ni aucun honneur. Il me suffit de te voir heureux. Je t'attendrai dehors. Reste à mes côtés, maman. Gonzalo me coupa net et serra ma main encore plus fort. Cette chaleur incassable brûla d'un coup tout complexe d'infériorité en moi. Gonzalo leva la tête au milieu de la cour de la grande propriété et déclara d'une voix tonitruante. Felipe, écoutez-moi bien. À vos yeux, quelques titres de propriété et les actions d'une entreprise peuvent sembler quelque chose de grandiose. Mais vous croyez qu'avec votre sale argent vous pouvez acheter l'amour de ma mère, Adriana Navarro, qui m'a protégé avec des larmes de sang quand je suis parti étudier à l'étranger. Elle a vendu ses vêtements, ses bijoux et a arrêté de manger pour m'entretenir. Pensiez-vous vraiment que j'allais vendre ma mère aujourd'hui pour quelques millions d'euros? Mon fils cria avec fermeté, avec des yeux propres de toute cupidité. Si le prix pour franchir la porte de cette chapelle est d'abandonner la mère qui m'a élevé, alors vous pouvez garder toute cette fortune pour votre fils. Je vivrai comme Gonzalo Navarro Alcazar le reste de ma vie. Je ne renoncerai jamais au nom de famille de ma mère. Cela dit, Gonzalo fit demi-tour sans hésiter, tira ma main et se disposa à sortir par la porte. Ce salaud s'est laissé laver le cerveau par cette chienne. Aujourd'hui, en tant que l'aîné de cette famille, je vais te donner une bonne leçon. Felipe maudit en levant le bras pour donner une gifle à Gonzalo. Clac, un son aigu coupa l'air de la cour, mais celui qui reçut la gifle ne fut pas Gonzalo. Il continuait à me protéger fermement. Celui qui reçut le coup et faillit tomber par terre fut précisément Felipe. Depuis l'arrière de la foule, Don Fernando Alcazar s'approcha à grands pas, rouge de colère et en s'appuyant sur sa canne. « Frère, tu m'as frappé ?» balbutia Felipe en se couvrant la joue rouge et douloureuse. « Non seulement je t'ai frappé, mais je vais te déshériter de mon tiers de libre disposition et t'expulser du conseil d'administration aujourd'hui même, rugit Don Fernando en frappant le sol avec sa canne. Comment oses-tu utiliser l'argent pour insulter mon propre sang?
La cupidité tâtait l'aveuglait. En essayant de séparer une mère et un fils dont l'amour est plus profond que la mère? Don Fernando poussa froidement son frère. Le vieil homme, qui avait autrefois contrôlé le pays, ne put contenir les larmes et s'approcha pour nous serrer la main à Gonzalo et à moi avec force. Gonzalo a entièrement raison et tout ce qu'Adriana a fait a été impeccable, déclara Don Fernando en élevant la voix devant tous les membres de la famille réunis. Sans le noble sacrifice de Madame Adriana Navarro, le sang de notre famille se serait éteint cette froide nuit d'hiver il y a 25 ans. Elle n'est pas une intruse. Elle est la salvatrice de cette maison. Ma fille, notre héroïne. À partir de maintenant, si quelqu'un dans cette famille ose manquer de respect à Adriana, j'effacerai son nom de mon testament de mes propres mains. Doña Cayetana accourut, m'enlaça et sanglota. Adriana, pardonne-moi. Mon beau-frère a été un idiot. Je suis vraiment désolé. Nous ferons ce que Gonzalo dira. Il gardera le nom de famille Navarro et nous considérera comme ses grands-parents. Notre famille vient simplement de s'agrandir. Personne ne pourra nous séparer. En voyant les larmes sincères des deux vieillards et le regard fort de mon fils, qui me protégeait avec son large dos, je sentis que mon cœur explosait d'émotion. Le prix que j'avais payé pendant 25 ans avec ma jeunesse et mes larmes avait enfin donné le fruit le plus beau et brillant. Face à l'infidélité et aux mensonges de mon ex-mari et à la tentation d'une immense fortune, notre amour maternel brillait comme de l'or pur et ne se briserait jamais. Après l'âpre affrontement dans la cour du Cortijo, la cupidité des membres de la famille fut complètement écrasée grâce à l'ordre ferme de Don Fernando. La cérémonie dans la chapelle se déroula dans une ambiance solennelle et chaleureuse. Au lieu d'être relégué dehors, je fus guidé par les mains chaudes de Doña Cayetana et placé au premier rang à côté des membres les plus âgés de la famille. Gonzalo s'agenouilla devant l'autel. Après avoir fait 3 profondes révérences, il leva la tête et regarda fixement Don Fernando, qui tenait les documents du testament. Grand-père, résonna claire la voix de Gonzalo. Je sais très bien que dans mes veines coule le sang de mon père Tristan et de ma mère Inée. J'honorerai mes racines éternellement et en serai fier. Mais avant d'arriver ici aujourd'hui, ma mère, Adriana Navarro, a dû sacrifier sa jeunesse et supporter toutes sortes d'humiliations et de trahisons. J'ai gravé dans mes os la gratitude envers ceux qui m'ont donné la vie. Mais je consacrerai le reste de mon existence à rendre la faveur à celle qui m'a élevé. Don Fernando se caressa le menton avec les yeux pleins de larmes. Si c'est ta volonté, fais ce que tu considères correct. Gonzalo joignit les mains et dit avec un regard incassable. Grand-père, grand-mère, je vous demande la permission d'utiliser le nom de Gonzalo Navarro Alcázar comme hommage pour toute la vie à la mère qui m'a sauvé de la mort, je veux porter son nom de famille pour toujours. Les paroles de Gonzalo laissèrent le salon dans un silence absolu. Que l'héritier d'une famille puissante n'adopte pas son nom de famille était quelque chose d'inouï. Cependant, Don Fernando acquiesça sans hésiter, essuya les larmes des rides de ses yeux et sourit avec affection. Je te l'accorde. Si tu vis une vie juste et noble, quel que soit le nom de famille que tu utilises, tu ne cesseras pas d'être mon fier sang. Je m'assurerai moi-même que tu signes les documents d'héritage. Debout à côté d'une colonne, je me couvris la bouche des 2 mains pour contenir les sanglots de bonheur. Quelques mois plus tard, toutes les formalités légales furent complétées. Gonzalo, après avoir hérité officiellement de l'immense fortune de sa famille biologique, n'acheta pas de voiture de luxe ni ne gaspilla l'argent. Au contraire, il se présenta à la table du dîner avec une épaisse liasse de documents et les posa devant moi. Maman, regarde ça. Je viens de terminer toutes les formalités pour établir une fondation caritative, dit-il avec un sourire timide en parcourant les documents scellés. Une fondation caritative. Avec quel capital l'as-tu créée, demandai-je en fronçant les sourcils.
Avec curiosité. J'ai sorti 2 millions d'euros des dividendes que j'ai reçus et de mes économies et je les mis comme capital initial. Le nom est Fondation Adriana et Gonzalo Navarro. Cet argent sera utilisé pour financer complètement les chirurgies d'enfants avec des maladies rares. Et pour secourir en urgence des mères célibataires et des femmes enceintes en situation de risque. Je ne veux pas qu'il y ait dans ce monde un autre enfant qui doit errer dans les rues froides d'hiver parce qu'on le leur a volé ou abandonné, comme cela m'est arrivé il y a 25 ans. 2 millions d'euros était une somme étonnante. Mais mon fils avait décidé de l'investir à l'endroit le plus réel et chaleureux possible pour exercer une influence positive, sans se laisser emporter par la vanité d'être l'héritier d'une famille puissante. J'acquiesçais avec fierté. Mon fils a toujours su quelle était sa place, en démontrant être un vrai homme qui utilise l'argent pour le bien. En regardant la lumière chaude qui remplissait notre foyer derrière les froids barreaux de la cellule d'isolement, Arturo vivait ses jours les plus sombres et terrifiants. Le jour où les journaux annoncèrent en grand la fondation que Gonzalo avait créée. Un gardien laissa un journal dans sa cellule en confirmant que l'enfant qu'il croyait orphelin était en réalité l'héritier légitime d'une des familles les plus puissantes du pays. Et en lisant en première page le nom du président Gonzalo Navarro, Arturo subit un accident vasculaire cérébral cette même nuit. Quand le bon monsieur monte alla lui rendre visite, Arturo était assis dans un fauteuil roulant avec la moitié du corps paralysé. Son visage était tordu et il bavait sur son uniforme de prisonnier, offrant une image lamentable. Bien qu'il ne puisse pas bien vocaliser, Monsieur Monte put entendre clairement les paroles qu'il balbutiait depuis son propre enfer de repentir. Gonzalo. Adriana. Je me suis trompé. J'avais tout perdu. C'était la justice divine. Le châtiment le plus terrible qu'il reçut ne furent pas les barreaux de la prison, mais devoir vivre le reste de sa vie en étant dévoré par le repentir, la honte et une solitude absolue. Une fois la tempête passée, il ne resta dans notre lieu que la quotidienneté la plus paisible et sereine. Après que la brise automnale ait rafraîchi Madrid, le soleil brillant baignait les rues du quartier Castizo de la Latina. Au lieu de conduire une voiture de luxe, le docteur Gonzalo Navarro démarrait une vieille Vespa usée. C'était exactement la même moto avec laquelle je le portais autrefois à la garderie. Gonzalo me plaça avec soin le vieux casque sur la tête, l'attacha bien et me dédia un immense sourire. Monte, mère. Ton fils va t'inviter au meilleur plat de cocido madrilène dans ce quartier. Quand nous l'aurons fini, nous ferons une promenade en moto en profitant des vues vers le palais royal. Je lâchai un éclat de rire et montai sur le dos de mon fils, en caressant ses cheveux ébouriffés par le vent automnal. Son dos large et ferme comme un océan me protégeait du vent. J'étendis les bras, enlaçai sa taille avec force et m'appuyai doucement sur son épaule chaude. La vieille motocyclette avança dans les rues bruyantes de Madrid en faisant son bruit caractéristique, mais au milieu de tout ce tumulte, dans mes oreilles ne résonnait pacifiquement que le battement du cœur de mon fils, qui coupait le vent devant moi. Nous ne partagions pas une seule goutte de sang, mais nous étions unis par un amour maternel infini et un respect filial plus grand que n'importe quelle preuve ADN au monde. Après avoir surmonté d'innombrables épreuves et douleurs, la chanson de notre amour résonnait enfin devenue l'harmonie la plus belle et parfaite du monde. Jusqu'ici arrive l'histoire d'aujourd'hui. Merci beaucoup à tous ceux qui nous ont écoutés jusqu'à la fin.